5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est fini. Les affichages anarchiques dans les villes du Grand Nokoué. Le gouvernement sonne le glas d'une pratique qui a pris le temps de s'enraciner dans les habitudes. Malgré la législation qui existe en la matière, les contrevenants s'illustrent à cœur joie, on peut le voir. Autant dire que c'en est désormais terminé. Eh bien, nous en discutons sur ce plateau. Et retour aussi sur la COP29 au goût d'inachevé. À l'issue de 2 semaines de négociations houleuses, eh bien, les pays du monde entier réunis à Bakou en Azerbaïdjan ont approuvé dimanche dernier un accord prévoyant au moins 300 milliards de dollars de financement annuel pour les pays en développement qui, eux, en exigeaient beaucoup plus pour combattre le changement climatique. On vous explique tout sur ce que les activistes de l'environnement qualifient de déception totale. Et pour en parler, quelqu'un qui revient tout droit d'Azerbaïdjan, William Apollinaire-Tchoki, bonjour et bienvenue. Bonjour Emma. Comment allez-vous? Super cool. Un plaisir de vous recevoir. Fulbert Adimerosso, il est journaliste spécialiste des questions environnementales. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous recevoir aussi. Partager. Et juste à côté de vous, Tabaraka Biobangana, il est coordonnateur de REC Bénin, initiateur de la journée de l'activiste climat, la JAC, et activiste climat lui-même. Le REC, c'est la coalition pour les énergies renouvelables. Merci de nous rejoindre et de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Et vous êtes militant écolo d'abord et avant tout. Et donc, à ce titre, vous avez mené pas mal d'activités, entre autres l'arrachage, on peut le dire ainsi. Vous avez débarrassé Cotonou des affiches qui polluent les murs. Vous l'avez fait avec votre camarade Anas Seko, qui n'est pas sur ce plateau avec nous et qui aurait pu être là aussi, mais qui, pour des raisons de déplacement, n'est pas là. Est-ce que vous pouvez partager justement avec nous cette initiative que vous avez eue et quel est votre sentiment quand vous avez lu le communiqué du ministère du Cadre de Vie qui avertit désormais que voilà, c'est terminé les affichages anarchiques dans la ville? Ok, merci beaucoup pour l'invitation parce que ça permet aussi de sensibiliser à la fois la population et ceux qui s'adonnent à cette pratique-là. Alors nous, on a commencé en 2023, notamment lors des élections législatives. Le jour des votes, on a décidé de faire cette activité-là parce que non seulement les affichages sauvages ne concernaient pas que les entreprises, mais il y avait aussi les affiches des candidats qui sont collées partout de manière anarchique, sans aucun respect et sans aucune disposition pratique qui permet quand même de mettre en valeur ces affiches-là et tout. Donc, on a dit, pour passer le message, on va d'abord nettoyer ces affiches. On fait une communication sur l'ensemble de nos réseaux sociaux avant d'aller voter, avant de faire notre devoir de citoyen et de pouvoir sensibiliser tout le monde autour de nous pour mener l'initiative. Avec le temps, on a centré l'activité au niveau de l'échanger de Ouiho. Comme on peut d'ailleurs le voir là sur ces images. Exactement, qui est quand même un patrimoine à protéger, si on peut le dire ainsi. Et donc, on a fait une première séance en avril avec l'ensemble de nos bénévoles, des volontaires qui étaient actifs et tout. On a fait un premier nettoyage, mais le constat est qu'après ça, les gens sont revenus coller encore. Et donc, on a redécidé de faire une autre activité qui nous a permis de nettoyer complètement le champ de Ouiho. Et par la suite, on a déposé des lettres auprès des ministères et tout pour pouvoir amplifier nos voix et tout, communiquer sur les réseaux sociaux pour sensibiliser de plus en plus les personnes qui s'adonnent à cette pratique. On a également appelé certaines entreprises parce qu'il faut dire que pour les affiches, il y a toujours un numéro dessus. Ça veut dire qu'on peut retracer l'auteur qui a quand même affiché ça et tout. Donc, on a appelé d'autres entreprises pour dire « Ah non, on a nettoyé ça il y a à peine 3 jours et vous revenez déjà coller, il faut revenir enlever. » Donc, beaucoup d'entreprises sont revenues à enlever leurs affiches et tout. Mais avec le temps, on a constaté que la pratique a quand même repris. Ça a repris de plus belle. Alors, William Apollinaire-Tchoki, c'est une pratique qui est fortement désolante parce qu'on le voit dans nos rues, des affiches placardées partout, même parfois sur votre portail où vous vous réveillez le matin et c'est une annonce de job qui vous accueille sur votre portail alors que vous n'avez jamais revendiqué être un chômeur. Je crois que cette pratique est beaucoup plus constatée pendant les périodes électorales. Et même, il y en a encore jusqu'aujourd'hui, des affiches datant même de 10 ans, on les retrouve encore devant les édifices, et même au niveau des places publiques, sur les feux tricolores, sur les poteaux électriques.
Et c'est un comportement normalement dénoncé par les autorités locales. Je me rappelle, j'ai été une fois à la mairie de Cotonou. Je crois que c'était le SG Faladé qui était là. Et j'ai demandé, est-ce que les tests existent qui dénoncent ce comportement? Il m'a dit oui, il m'a même sorti des documents qui approuvent que là, il y a des tests qui existent. Mais j'ai dit, mais pourquoi alors vous ne faites rien face à ce phénomène? Là, la réponse était vraiment un peu dubitative. C'est pour montrer qu'on n'applique pas les tests. On a les tests pour dénoncer ces comportements, mais on ne les applique pas. Et ce qui est bizarre, pendant les élections, c'est dit que les gens, quand ils affichent les choses, ces posters, c'est pas moi, ces appels aux votes, qu'après les élections, ou la veille même des élections, qu'on doit tout enlever. Mais le constat est fait que ce n'est pas toutes ces affiches qui sont décollées. Et j'ai aimé cette action de Anna Seko et de ses camarades Bangana qui ont pris l'initiative volontaire de dire pourquoi ne pas descendre dans la ville, d'enlever ces affiches parce que ça pollue, c'est une pollution, moi j'appelle ça une pollution visuelle de nos cités. Donc on doit tout faire pour enlever ces pollutions visuelles. Et parce que cela, quelque part, entache la beauté de nos infrastructures. Quand vous êtes par exemple au niveau de l'échangeur de Rohira, vous voyez le paroi, mais c'est vilain à voir. Et quand c'est enlevé, c'est quand même beau. Donc je me dis, il vaut mieux qu'on applique de façon sévère les tests. Je suis content que le gouvernement est revenu sur cette décision. Et j'espère que la police environnementale va s'y mettre, ou pourquoi pas même la police républicaine. Parce que si on associe toutes ces forces à cette action de répression, bon, je ne dis pas répression c'est pas moi, pour arrêter, mais pour faire peur aux gens, ça pourrait quand même changer un peu les choses. Sinon, vraiment, c'est une pollution visuelle et ce n'est pas bon pour nos cités urbaines. Fulbert, on se rend compte que tout passe. Il y a ces affiches pour les croisades d'une église X ou Y. Il y a les annonces de job par-ci, à gauche, à droite. Il y a des propositions de services partout. Vraiment, tout y passe avec, mais on va dire, un non-respect absolu et intégral de tout ce qui est législation en vigueur sur la question des affichages. Et je crois que c'est un pas qu'on a fait avec, d'abord, je salue l'initiative également des jeunes activistes, parce qu'au lendemain des élections, on a souvent l'impression que Cotonou devient un désordre total, avec des affiches de multicouleurs, de toutes sortes de formations politiques. Mais personne ne se fie de comment on enlève. On prend juste le soin de déchirer sans vraiment enlever. Et que les jeunes activistes aient pris le devant et qu'il quelques mois après, il y ait cette mesure qui a été prise. Je ne dis pas que c'est une coïncidence, mais c'est que ça a permis au moins de faire bouger les choses. Deuxième chose, c'est que ça pose un problème du respect du cadre réglementaire en matière de publicité dans la ville de Cotonou et dans les grandes villes du Bénin. On a l'impression qu'on a passé plusieurs décennies sans vraiment organiser comment est-ce que nous passons à l'aide du numérique en adaptant nos modes de publicité. On ne peut pas continuer à Cotonou à afficher des papiers à n'importe quel endroit, alors qu'aujourd'hui on peut avoir des panneaux digitaux, on peut avoir beaucoup plus donc, de confort en faisant la publicité. Et donc ça, il faut désormais que quand on est arrivé à modéliser Cotonou, à développer de nouvelles infrastructures, qu'on ne puisse pas continuer à adosser à ces infrastructures des papiers de toutes sortes où n'importe qui se retrouve à coller publicité d'augmentation de cesse, publicité de job, publicité de réparateurs de et c'est vraiment pour n'importe quoi. Et c'est de n'importe quoi dans les feux tricolores de Cotonou. Pour quelqu'un qui quitte l'extérieur, qui nous rend visite dans la capitale économique du Bénin et qui descend à quelque part de l'aéroport, commence par découvrir ces sortes d'affichage, ce n'est pas du tout sérieux pour nous. Avec ce qui a été fait comme investissement, avec ce qui se fait déjà actuellement comme investissement, il faut mettre un terme à ça. Mais mettre un terme à ça, tout à l'heure, il a dit, quand on enlève 2 jours après, il y a encore d'autres qui viennent à rajouter. Ce qui veut dire que le besoin est là. Et les mairies, je pense, ont l'opportunité de développer donc cette politique-là pour que les entreprises puissent avoir accès à ces espaces de publicité à des coûts réduits. Parce que c'est surtout ça. Quand on a une entreprise et quand on vous dit que pour accéder, pour afficher votre
votre enseigne, vous devez payer des impôts, vous devez peut-être pour mettre une plaque, vous devez payer certaines tasses. On a l'impression que c'est un surcoût qu'on veut aller payer encore à la mairie de Cotonou ou dans les mairies des grandes villes. Et donc, il faut trouver aujourd'hui une manière de réorganiser la politique de publicité dans les villes du Bénin, de sorte qu'une petite et moyenne entreprise puisse aujourd'hui facilement se rendre dans les collectivités locales et avoir ce service-là, sans pour autant avoir recours à des papiers de photocopie de toutes sortes pour aller déposer dans les rues de Cotonou, de Calavi ou de Porto-Novo. C'est aussi les panneaux que les gens installent, même sur les terre-pleins centraux de certains acteurs, et sans aucune autorisation. Et parfois même on creuse, on cimente correctement, comme si voilà, c'était une autorisation. Tout ça est fait nuitamment. Mais ce qui est encore plus grave, même les grands panneaux que les gens installent dans nos villes, parfois, mais ça ne permet pas de voir même toute la beauté de la cité. Donc je me dis, on doit réglementer tout ceci, même les grands panneaux que... Aujourd'hui, il a parlé même des enseignes lumineuses électroniques qui existent. Alors pourquoi ne pas on en voit à certains, au niveau de certaines têtes de la ville. De la ville, mais il y en a aujourd'hui, mais peut-être c'est de revoir peut-être le coût pour permettre à ce que tout le monde puisse aller faire la publicité à ce niveau. Et là, ça rendrait nos cités des plus belles. Monsieur Bangana, c'est peut-être le moment de refaire une autre action de salubrité en espérant que cette fois-ci, c'est effectivement game over. Oui, on l'espère parce que c'est important, au-delà de tout, c'est la beauté de notre ville. Et il y a la question sécuritaire dont on n'a pas abordé. La plupart encore sur les panneaux d'orientation et tout sur les voies, ce qui empêche vraiment la visibilité. Les gens n'ont pas assez, ils ne savent pas s'ils doivent tourner à gauche ou à droite parce que quelqu'un s'est permis de venir coller son affiche de job. Pourtant, les gens ne lisent pas pour la plupart ces panneaux-là et tout. Donc la responsabilité à un moment donné est partagée au niveau de ceux qui collent, au niveau des structures ou des collectivités locales qui doivent quand même prendre des mesures pour faire respecter ça. Parce qu'il y a aussi d'autres entreprises qui sont chargées de coller ces affiches-là. On a contacté certaines entreprises qui collent ça. Ils nous ont dit non, on a confié ça à une structure pour s'occuper de ça et tout. C'est-à-dire qu'il y a des structures dont leur prestation de service est de coller des affiches sur l'espace public. Exactement, partout. D'accord, c'est pas mal. Sans aucune autorisation. Et on le voit déjà, on a parlé de la pollution visuelle tout à l'heure. Vous allez dans un certain nombre de carrefours ou de ronds-points, les monuments qu'on a installés, c'est que des affiches qu'on voit dessus. Alors que c'est de l'investissement et tout, c'est le bien public parce que tout le monde doit considérer ou avoir à l'idée, prendre conscience que tout ce qui est bien public lui appartient aussi. Et il a sa responsabilité, il a une responsabilité de prendre soin de ça. Parce qu'il fait partie du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas peut-être, dans le gouvernement dirigeant qu'il va penser qu'il ne fait pas partie de l'État, ni du pays. Donc, les infrastructures lui appartiennent aussi. Donc, il doit pouvoir contribuer, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que citoyen, à la préservation de ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut tendre vers le développement ou aller vers le développement. Très bien. Alors, messieurs, on va rapidement boucler ce sujet, William Apollinaire Tchouki. Est-ce que le ministère du cadre de vie ou l'État ne doit-il pas être intransigeant cette fois-ci? C'est quand même, on va dire, un énième avertissement avec ce communiqué qui est dévoilé depuis le 19 novembre dernier. C'est un énième avertissement. Est-ce qu'il ne faut pas être sans état d'âme? On voit une affiche, on fait mine d'appeler le promoteur de ce qu'il y a sur l'affiche, on le prend, on le fout au youf. J'aurais voulu que les tests qui réglementent cette situation nous disent avec précision quoi. Quand on voit une affiche collée sans respecter les normes, ça dit c'est cette structure dont le numéro est sur l'affiche qu'on condamne. Et là, cela permettra peut-être d'amener les gens à respecter les normes à la matière. L'autre chose aussi, c'est d'amener les collectivités territoriales à vraiment jouer leur partition. Parce que certes, l'État a pris la décision, mais si les mairies n'accompagnent pas l'initiative, ça ne marchera pas. Et surtout, la chose, c'est beaucoup par rapport aux élections. Vous savez, l'année prochaine, pardon. Excusez-moi du peu. Vous êtes pressé? Oh non, pas du tout. Pas du tout, alors. Peut-être êtes-vous candidat, on ne sait jamais. Non, pas du tout. On ne sait jamais, bon. En 2026, on va aux élections encore. Et nous avons 3 élections. J'imagine toutes ces affiches que nous aurons pendant cette période-là. J'aurais voulu que l'État puisse demander aux collectivités ou mettre à contribution la police républicaine et aussi peut-être donner plus de moyens à la police environnementale.
pour que cette action soit surveillée de près. Sinon, les gens vont coller même sur la statuette de l'Amazon, des affiches. Ils sont prêts à le faire. Les gens sont prêts même à coller n'importe où ces affiches. Et ce n'est pas bien pour l'image, pour la beauté, pour l'esthétique de nos cités. Je crois que l'État doit être beaucoup plus, j'allais dire, pas sévère, mais plus regardant, plus... Mais est-ce qu'on n'a pas eu le temps déjà de beaucoup sensibiliser? Oui, c'est vrai, on sensibilise trop, mais j'ai dit tout à l'heure, les tests existent, mais on ne les applique pas justement. Si on n'applique pas les tests dans les règles, dans les normes, je crois que cela aurait déjà diminué un peu. D'accord, très bien. Allez, messieurs, on va voir ce qu'en disent nos amis internautes à qui on a adressé la question du jour. Le gouvernement entend mettre fin à l'affichage anarchique dans nos villes. Un ultimatum est même déjà donné dans ce sens. Que pensez-vous de cette décision? Nous allons découvrir à présent les avis des internautes qui ont été nombreux. Ils étaient nombreux sur la page 5 sur 7 matin de la télévision et sur la page officielle de l'ORTB Bénin TV pour écrire leurs commentaires. Mais avant de découvrir ces avis, la filière Adime Rochou, est-ce que vous êtes pour la politique du bâton? On attrape quelqu'un et puis il paye pour les autres. Si on doit attraper, c'est qu'il faut prévoir plusieurs bâchés de police. Ouais. Parce que justement, vous faites le tronçon Calavi-Cotonou, vous en découvrez énormément de ces affiches. Sur toute la distance pratiquement. Parce que le besoin est là. Une chose est d'avertir, une chose est de menacer, mais il faut aussi prévoir la solution. Aujourd'hui, quelle est l'alternative aujourd'hui pour une PME de pouvoir communiquer dans la ville de Cotonou et de se faire voir par beaucoup de personnes? Ça, c'est l'organisation de la publicité. Les enseignes lumineuses qui existent aujourd'hui. Oui, justement. Ouais. Mais quelle est la disponibilité et quel est le coût? Voilà, en matière de disponibilité, puisque il n'y a pas suffisamment de panneaux, il y aura beaucoup plus un coût élevé. Bon, encore qu'il y en a seulement ici à Cotonou, il n'y en a pas à Calavi, il n'y en a pas à Porto-Novo. Donc il faut rendre disponibles les panneaux modernes pour que les PME puissent pouvoir accéder à ces panneaux. Une idée d'investissement, une idée d'entreprise. Une idée d'entreprise. Pour une start-up. Justement. Pour les mairies, justement. Des solutions. Ensuite, il faut rappeler les entreprises maintenant qui ont installé les plaques, qui ont installé les affiches PML, pour leur dire une fois pour de bon, venez les enlever. Sinon, c'est que c'est la police républicaine qui pourrait intervenir dans la répression avant la fin de l'année, parce que justement, en période de fin d'année, il faut rendre la ville beaucoup plus belle encore et il faut profiter pour faire le nettoyage pratiquement de ces affiches-là. Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toutes. Avec vous donc la lecture des commentaires de nos amis internautes. Effectivement, les internautes ont réagi à la question du jour. Il faut dire que dans une large majorité, ils ont approuvé cette décision du gouvernement qui vise donc à interdire, voire réprimer l'affichage anarchique dans nos villes. Mais il y en a qui estiment que c'est vrai, c'est une bonne chose, ça va embellir, ça va redorer, disons, donc redonner une certaine esthétique à la ville. Mais il faut prévoir des alternatives et puis quelques-uns qui estiment que ce n'est pas du tout la priorité. En ce moment, il faut s'attaquer à d'autres priorités. C'est donc les tendances aujourd'hui. Ebenezer Adinano nous écrit « Mettre fin à l'affichage anarchique donc dans les villes béninoises est une initiative louable car cela contribue à l'embellissement urbain, renforce l'attractivité des espaces publics et réduit les nuisances visuelles souvent source de désordre. Toutefois, écrit-il, cette mesure doit s'accompagner de solutions alternatives pour permettre une communication efficace et accessible comme la création de panneaux dédiés ou de plateformes numériques adaptées, conclut cet internaute. Autre internaute qui réagit sur la question du jour, Lafia Aboudou nous écrit que la décision du gouvernement du Bénin de mettre fin à l'affichage anarchique des villes est un pas important vers une amélioration, vers une meilleure organisation urbaine et une esthétique améliorée des espaces publics. Il estime que cette décision va contribuer à une esthétique urbaine car un affichage contrôlé contribue à rendre les villes plus attrayantes visuellement. Cela peut aussi améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs de ce pays. Autre commentaire, Bocor Roland nous dit c'est une très bonne
et ambitieuse idée à l'origine. Cependant, elle a tout l'air d'un projet chimérique qui font des affichages anarchiques dans nos rues et sur nos clôtures si ce ne sont pas les politiciens à l'approche des élections. Donc que le gouvernement ne nous amuse pas et travaille davantage sur nos priorités nationales, souhaite Roland Kalis Boko. Mettons-nous Piclavé à Daou nous dit c'est une très bonne chose, la chose publique doit être respectée. Nous n'avons pas besoin d'être riches avant d'être propres. Il va falloir que cela soit bien clair pour tous, surtout ceux qui, pendant les périodes électorales, mettent les affiches surtout dans leur passage. Et il faut instruire la police pour appréhender les pollueurs. Voilà, Rodrigue Manamengan, chers amis, ce que les internautes ont dit de la question du jour de ce mardi. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. Voilà, le gouvernement n'est pas non plus en train de s'amuser. Hein. C'est vrai que chacun a ses priorités, le gouvernement a les siennes aussi. Absolument. Merci Maurice Tantan et à très bientôt. Je suis 5 sur 7 matin. Messieurs, j'avais promis qu'on allait parler de la COP 29, mais là, le temps est complètement parti. Ce qu'on va faire, on va dire un mot de cette COP 29 là, William Tchoki, puisque vous y revenez, les informations sont encore fraîches dans votre tête. On va vous permettre de nous les livrer en temps réel. Le temps pour nous de revenir mardi prochain, probablement avec le directeur général de l'environnement et du climat, Martin Pépin Aïdan, qui était de l'expédition azerbaïdjanaise avec vous. Ouais. On en saura davantage. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, William, ce qui s'est joué de ce qu'on a pu lire dans les médias? On apprend que ça a été un gros échec, que cela n'a pas du tout contenté les pays en voie de développement. Ça, c'est vrai. Et il faut dire que pour moi, c'était un échec. Parce que quand on se rend compte de ce qu'on a arrêté à Copenhague en 2009, on a dit que chaque année que les pays développés doivent déverser 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Ce n'est pas qu'ils nous donnent de l'argent, c'est qu'ils sont des gros pollueurs. C'est le principe pollueur-payeur. Voilà. Donc, de 2009 à ce jour, ça fait normalement 1300 milliards qui doivent être déversés à ces pays. Mais rien n'a été fait. À cette COP, ils ont fini par trouver la formule pour dire, OK, nous on vous donne 300 milliards, mais jusqu'en 2035. Ça veut dire qu'on est en train de tronquer même l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté même ce que dit l'accord de Paris. Donc c'est cela, moi, ce que je peux retenir. Le seul peut-être succès que je peux tirer de cette COP, c'est la mise en place de nouveaux fonds pertes et préjudices. C'est vrai que ce fonds existe, mais si les fonds, l'argent que doivent mettre ces pays développés ne vient pas dans ce fonds, on ne pourra pas en bénéficier. Parce que ce fonds permet à ce que, aussitôt vous avez la crise, vous pouvez bénéficier des fonds. Avant, on attendait toute une procédure avec le Fonds mondial pour l'environnement et puis le Fonds vert climat. Donc, c'est toute une longue procédure. Mais avec ce fonds, même les communes peuvent bénéficier du financement. Pour moi, globalement, cette COP a été un échec pour moi. Un gros échec. Oui, pour moi, c'est un échec. Alors, M. Bangana, pour vous qui êtes un activiste climat, j'imagine que vous appeliez de tous vos voeux, on va dire, la mise en place de ce fonds pour permettre la soutenabilité de vos activités, de vos actions. Là, maintenant, on est encore dans l'extension, dans la prolongation. Exactement. On a l'impression de régresser, comme l'a dit M. William, parce que ça a rappelé à beaucoup, surtout les experts qui ont l'habitude de participer au COP à Copenhague en 2009, qui a été vraiment un grand échec parce qu'on devrait obtenir normalement à Copenhague un accord contraignant en matière des ambitions climatiques au niveau mondial. Et cette année aussi, la finance climat a été, je vais dire, le sujet au cœur des discussions normalement. Donc on devrait obtenir un accord qui quand même est assez profitable aux pays en voie de développement. Et comme on le dit, ce n'est pas que on commande de l'argent en tant que pays en voie de développement. Non, c'est le principe de pollueur-payeur, comme on l'a dit. On demande réparation à ce qu'on n'a pas contribué. Et parce que c'est nous qui subissons les effets les plus néfastes des changements climatiques. Et sans financement, on ne peut pas s'adapter. Sans financement, on ne peut pas mettre en œuvre l'ensemble de nos projets pour réduire nos émissions et tout. Et donc aujourd'hui, c'est malheureux parce que on a besoin de ces financements-là pour nous adapter. Nos agriculteurs ne demandent que de produits et de pouvoir récolter à la fin. Vous aurez le temps très bientôt ici même de développer vos idées. Fulbert, en 45 secondes, une fois encore, l'argent, le nerf de la guerre, l'argent qui divise.
Oui, la COP, c'est pratiquement une grosse déception. Je peux dire que c'est un recul parce que même dans le texte final de la COP, on a sorti encore le principe de la transition énergétique. Ouais. Alors que c'était un acquis à la dernière COP. Donc cette année, c'est qu'on est reparti encore faire un pas en arrière. Deuxième chose, c'est qu'il faut reformer complètement les COP. On a l'impression que ça devient de plus en plus un théâtre. On attend les derniers jours pour faire des prolongations de 48 heures. Et puisque chaque pays veut forcément avoir un document signé, on donne quelque chose et puis à la prochaine COP, on va en discuter. Ça devient pratiquement, on fait la messe, à la fin, vous voulez quoi? De l'argent, alors que ce n'est pas un don. Ça, beaucoup ne le comprennent pas, ce n'est pas un don, c'est encore des prêts en réalité. Les 300 milliards dont on parle, ce n'est pas qu'on remet ça directement au pays pour dire, bon voilà la compensation. Non, c'est encore des prêts et le processus même de prêt est encore compliqué. D'accord, on aura le temps. Il faut reformer les COP ou, comme quelqu'un l'a écrit il y a quelques jours, un livre, pourquoi l'écologie perd toujours. Il faut rechercher maintenant les causes de ces désordres-là pratiquement. Très bien. Alors, messieurs, vous restez avec moi. Pour une fois, vous allez assister à la revue de presse. Marcel Arrossi, venez avec moi pour nous donner lecture des journaux, bien évidemment. Mais on va vous permettre de vous installer confortablement. La revue de presse de Marcel Arrossi.